Chaque jour, l'information économique nous livre son lot de statistiques, inflation, taux de chômage, PIB des pays, cours des monnaies, résultats des entreprises. C'est le monde tout entier qui est mis en chiffres. Mais sont-ils fiables? Bonjour Mireille Zaki. Bonjour Monsieur Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes journaliste économique, vous travaillez en Suisse et vous publiez ces derniers jours un livre au titre Choc. Je le montre à la caméra pour ceux qui nous voient sur europe1.fr. Ça s'appelle Désinformation économique. Repérer les stratégies marketing qui enjolivent les chiffres officiels. C'est paru aux éditions Favre. La thèse de votre livre, Mireille Zaki, c'est que la plupart des chiffres ne sont pas forcément faux ou truqués. En revanche, ils sont mis en scène pour, disons, minimiser les aspects les moins reluisants de l'économie, et ce, dans tous les pays développés. C'est pas un monopole de la Chine, dont on a toujours des doutes sur la fiabilité des chiffres, notamment de la croissance chinoise. Est-ce que vous avez quelques exemples Parce que ça jette quand même un voile, un voile de doute sur la fiabilité des chiffres. Mais tant mieux, parce qu'on sacralise les chiffres, on pense que ce sont des vérités scientifiques, alors que tout repose sur la méthode qui est utilisée, sur les postulats. Eh bien, l'inflation, par exemple, dans la plupart des pays développés, elle tend à exclure certains phénomènes. Par exemple, en France, on a le fait que le prix de l'immobilier a beaucoup augmenté, comme partout, mais on va pondérer le chiffre qui correspond au logement à, par exemple, 6%, alors qu'il représente 20% dans le budget de la plupart des ménages. Oui. Et alors, il y a une explication technique, en fait. Oui. Je la donne rapidement, parce que c'est compliqué, mais pourquoi le loyer ne pèse que 6% dans le chiffre de l'inflation? Parce qu'on ne retient que les loyers, et les loyers du parc privé. Et donc sont exclus tous les propriétaires et tous les locataires du parc social. Exactement, et les coûts aussi hypothécaires du crédit pour financer ça. On a aussi l'exemple que quand vous trouvez qu'un steak est trop cher, vous allez vous reporter sur un produit équivalent. Ça, c'est le postulat que calculent ceux qui font l'indice, alors que peut-être vous allez simplement devoir renoncer à ce produit. Enfin, on postule que vous allez toujours vous reporter sur quelque chose de moins cher, ce qui permet de toujours maintenir l'indice bas et pas de refléter le vrai coût de la vie. Si votre steak, il y a 5 ans, était moins cher qu'aujourd'hui, ce n'est pas reflété dans les indices. Les indices, on calcule avec un effet de substitution que vous allez toujours vous reporter sur des produits moins chers. Tout ça fait que ça montre un indice moins cher, et que, par exemple, on va dire que si vous achetez un ordinateur plus cher, on va le refléter plus bas dans l'indice, parce qu'on va dire que vous avez eu des gains de qualité dans votre ordinateur, dans votre smartphone, alors que vous-même, vous n'avez pas choisi cette hausse des prix. Alors ça, c'est une hausse des prix que vous avez été imposée. Alors, ce procès est intenté aux instituts publics qui calculent, de statistiques publiques à peu près partout en Europe. Mais alors, les techniciens vous disent oui, mais bon, on est bien obligé de faire des choix. Mais ce qu'on apprend aussi dans votre livre, c'est la part de mauvaise foi. Vraiment de mauvaise foi. Alors, prenons l'exemple de la puissance publique. Il y a des manières de présenter les chiffres, notamment des données provisoires, qui permettent, de faire passer de manière plus agréable les mauvaises nouvelles. Mireille Zaki, c'est ce que vous expliquez. Par exemple, les chiffres du PIB, de la croissance du PIB sont d'abord publiés avec des données provisoires, comme vous dites. Ça va faire le tour un peu de tous les médias et les observateurs, etc. Puis il va venir quelques semaines plus tard le chiffre révisé, qui sera très souvent, presque toujours, les études académiques le montrent, il sera moins favorable. Eh bien ça va pas être repris. Donc on va toujours garder l'image la plus positive. Il y a aussi une politisation de ces chiffres, par exemple pour l'inflation qui a des enjeux sociaux énormes, parce que c'est là-dessus que repose la revalorisation des salaires. Le pouvoir d'achat a progressé de 5% ces 5 dernières années. Typiquement, une politisation d'un chiffre économique dont on peut débattre dans la... Exactement, mais par exemple, on va vous dire, non, si on reflète trop les hausses de prix dans l'inflation, on va détériorer les finances publiques, et puis au niveau de l'Europe, ça va être mauvais pour les objectifs des déficits budgétaires du pacte de stabilité. Puis on vous explique que les investisseurs vont moins investir dans la dette française, et que donc l'enjeu, c'est de garder la méthode d'inflation qui minimise le plus l'inflation. Alors là, vous montez d'un cran quand même dans l'accusation. Vous sous-entendez qu'on sous-estime volontairement l'inflation, ce qui permet d'éviter par exemple une revalorisation des minima sociaux, ce genre de choses. Là, c'est une accusation. Tout est documenté, tout est absolument, il y a des citations d'économistes qui sont intervenus auprès de Christine Lagarde, etc. C'est-à-dire tout ça, c'est des faits historiques, ça a été beaucoup débattu en France et aux États-Unis, et ça veut dire aussi que des chiffres comme le chômage, c'est de la même façon des chiffres qu'on a besoin aussi de montrer
montrer sous leurs meilleurs jours. Ils vont aussi exclure tout un halo de chômeurs. Ça a été beaucoup écrit aussi en France. Mais ce halo de chômage, ces gens inactifs qui ne sont pas inscrits auprès de Pôle emploi, eh bien, ils devraient figurer dans le taux de chômage parce qu'il faut représenter plutôt le phénomène dans sa globalité au lieu d'essayer de montrer des très beaux chiffres. Par exemple, à la sortie du Covid, on montre des taux de chômage incroyables partout en Europe, alors que finalement, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés employés, mais ils sont extrêmement sous-employés, ils font très peu d'heures, plutôt que d'être inscrits au chômage. Il y a aussi des gens qui sont oisifs, qui sont inactifs, découragés depuis longtemps et qui ne sont pas inclus. Donc, vous avez des indices qui vont systématiquement inclure le moins de choses possible. Oui. Et surtout, par exemple, l'inflation ne va pas vous dire que vous attendez de plus en plus dans les queues dans les aéroports, que vous êtes au téléphone pour parler à PayPal, qu'il n'y a personne pendant des heures, que vous avez des travaux dans les villes, vous avez des bouchons de plus en plus grands, vous avez toutes ces contraintes qui représentent un coût d'inflation sur votre temps et sur tous vos budgets. Et ça c'est pas reflété. Alors, il y a un autre aspect du livre qui est très intéressant. Vous dites, c'est la prise de pouvoir du marketing, notamment dans les communications financières des entreprises. Vous avez cette phrase très forte, vous dites, les entreprises sont devenues des médias, à savoir que, par exemple, quand une entreprise publie ses résultats, c'est un document généralement qui est énorme, avec des tonnes de pages technico-légales absolument illisibles. Mais, alors, ça pose quand même une question importante, parce que les gens qui investissent dans les entreprises, par exemple, les actionnaires, comment doivent-ils faire pour bien s'informer? Comment séparer le bon grain de l'ivraie dans l'information financière? Exactement, ils doivent lire ce livre, parce que c'est pour les séduire que ces rapports annuels sont devenus de plus en plus des documents de marketing. Vous avez des rapports comme celui d'AXA, par exemple, qui fait 500 pages. Alors, est-ce qu'on a plus d'informations pertinentes? Vous verrez au fil de 20 ans d'examen de rapport annuel que non, l'information pertinente est noyée dans des tonnes d'informations technico-légales, mais aussi derrière des tonnes de pages sur la responsabilité sociale et environnementale, qui va vous expliquer que cette entreprise est formidable. Je parle d'une entreprise en général, que ce soit Nestlé ou AXA ou peu importe, toutes les entreprises du CAC 40 vont vous faire des rapports annuels magnifiques avec des photos sublimes, un graphisme hallucinant. Et finalement, une ONG, quelque part, va vous dire que c'est un peu du greenwashing et vous allez avoir des faits qui contredisent tous ces éléments. Mireille Zaki, Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, au début de son mandat, avait souhaité une banque centrale plus proche des citoyens qui s'exprime dans une langue accessible. Vœu pieux. Alors, on est exactement à l'inverse, je le crains, parce que les banques centrales aujourd'hui participent à un subventionnement des plus grandes entreprises, celles qui sont cotées en bourse, en faisant monter artificiellement les marchés. Vous le savez très bien qu'il y a eu énormément d'injections monétaires, que ce soit dans la banque en euros ou en dollars, qui ont fait artificiellement monter les bourses. Ça fait maintenant depuis 2009, c'est pas juste le Covid qui a entraîné ça. Ça a subventionné le capital de ces entreprises, en plus de subventions étatiques qui ont été données directement à des entreprises du CAC 40, ces subventions étatiques directes ont doublé en passant de 60... En tout cas, on est à l'opposé du discours à 150 milliards, accessible aux citoyens. Voilà, absolument. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Mireille Zaki. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Des informations économiques, repérer les stratégies marketing qui enjolivent les chiffres officiels. C'est publié aux éditions Fabre. Merci d'être venu nous voir.